Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne dont le thème du jour est les systèmes à transfert de clés, des solutions méconnues mais diablement efficaces. Alors on va voir à quoi ils servent et dans quelles situations ils sont recommandés. Alors, ils sont recommandés dans la plupart des accès aux zones dangereuses, dans des situations de réglage, de maintenance. Si on regarde sur ce slide, on peut voir l'utilisation d'un système plus traditionnel permettant l'accès en zone dangereuse avec un interverrouillage classique. Donc comment ça se passe? En règle générale, et c'est aussi recommandé, on arrête les mouvements dangereux ou la machine, tout dépend ce qu'on souhaite faire. À ce moment-là, on utilise par exemple un arrêt catégorie 1 type SS1. Lorsque la machine est arrêtée, le protecteur est débloqué et l'accès à la zone est autorisé. En revanche, lorsqu'on va quitter la zone, on va réaliser les deux opérations, déjà fermer le protecteur et faire un réarmement et puis un redémarrage. Alors, le point principal ici, c'est que si par mégarde quelqu'un d'autre se trouve dans la zone, on risque de l'enfermer et de le mettre en position dangereuse. C'est pour ça que dans un certain nombre de cas, on utilise par exemple, comme il est montré sur la photo, un scrutateur laser qui va détecter la présence d'une personne éventuelle dans la zone. Alors si ce n'est pas le cas, le risque auquel on peut être confronté, c'est que si on redémarre la machine alors que quelqu'un était encore dans la zone, il risque d'être mis en péril par ici un robot, parce que lui, il ne sera pas prévenu que la machine aura redémarré. Donc, si on fait un rapide check des recommandations pour l'accès aux zones dangereuses en termes de réduction des risques, le premier point, c'est que l'accès doit être réservé uniquement aux personnes habilitées et formées. Les mouvements dangereux doivent être arrêtés lorsqu'on pénètre dans la zone. On doit réaliser également une prévention du réarmement et du redémarrage pour éviter la situation qu'on a vue tout à l'heure. Et pour être plus précis, le redémarrage doit intervenir lorsque plus personne n'est en situation à risque. Ce qui conduit à ce que, d'une manière visuelle, on vérifie que les intervenants ont tous quitté la zone. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre des dispositifs de protection de manière à vérifier que les zones sont bien libres avant l'évacuation et le réarmement. Donc, les systèmes à transfert de clés qui vont être le thème d'aujourd'hui, à quoi ils servent? Quelles sont les fonctions de sécurité pour lesquelles ils sont conçus? La première, c'est interdire l'accès à la machine dangereuse tant que les mouvements dangereux ne sont pas arrêtés. On peut procéder de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, avec un arrêt de catégorie 1, selon le N6204-1, fonction SS1, pardon, IEC 61800-5-2. Deuxième fonction de sécurité, interdire le redémarrage des mouvements dangereux tant que le protecteur mobile n'est pas fermé et bloqué. C'est la même chose que pour les interverrouillages. On verra qu'il y a des fonctions supplémentaires, en règle générale d'ordre mécanique. Le troisième, c'est la réalisation de plusieurs opérations dans une séquence définie pour des raisons de sécurité, bien entendu. Alors, si on regarde du côté des aspects normatifs, et notamment la EN ISO 1419, qui concerne la sécurité des machines, et en particulier les dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs. Donc, elle indique que les dispositifs de verrouillage fondés sur le principe du transfert de clés entre un élément de commande et une serrure fixée sur le protecteur, c'est avec un dispositif de blocage. Hein, donc ça, c'est la description d'un système à transfert de clés. La particularité, c'est que le dispositif de blocage du protecteur et l'élément de commutation, qui comprend aussi une serrure, sont séparés. La clé est transférable et gardée captive, donc retenue, soit dans le dispositif de blocage du protecteur, soit dans la serrure associée à l'interrupteur. Le dispositif de blocage du protecteur est disposé de manière à ce que la clé ne puisse être libérée que lorsque le protecteur a été fermé et bloqué. Ne vous inquiétez pas, ce sont des terminologies normatives. On va décrire, et c'est l'objectif du jour, on va décrire comment ça fonctionne et ce qu'on peut en attendre. Donc, si on regarde ce qui est indiqué dans cette norme ISO 1419 pour les systèmes à transfert de clés, il y a un premier principe qui concerne l'élément de commande, c'est-à-dire que
si on regarde les trois phases des dessins qui sont sur le slide, dans le premier, l'alimentation est connectée, donc on est sous tension, et la clé est retenue dans le dispositif. Dans le point B, on coupe l'alimentation, on dit donc qu'elle est déconnectée, et à ce moment-là, la clé peut être retirée. Alors, pour couper l'alimentation, on tourne le bouton, et en tournant la clé, on va pouvoir la déverrouiller. Le petit c, l'alimentation est donc déconnectée, ce qu'on vient de voir, et lorsque on a tourné la clé, on a un élément mécanique qui vient bloquer en position le bouton d'alimentation. Et à ce moment-là, la clé devient libre et elle peut être utilisée pour la transférer vers le dispositif de blocage qu'on va voir à l'instant. Donc sur le dispositif de blocage du protecteur, on a enclé la main qu'on a libérée précédemment. Donc on l'introduit dans la serrure du protecteur. Le protecteur est bloqué, bien évidemment, fermé et bloqué en premier lieu. À partir du moment où on tourne, on met la clé et qu'on la tourne, elle est toujours retenue. À ce moment-là, troisième point, on va bien entendu ouvrir le protecteur, mais le dispositif mécanique va faire en sorte que la clé va rester bloquée dans la serrure. Alors, pour le chemin inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on veut quitter la zone, il faudra à nouveau fermer le protecteur mobile, et ce ne sera que lorsqu'il sera à nouveau fermé que l'on pourra débloquer la clé. Ce sont des systèmes, pour la plupart, des systèmes avec un principe mécanique. Alors, vous avez des systèmes plus élaborés, notamment pour des équipements avec plusieurs sources d'énergie. Hein. On a des énergies électriques, mais on peut avoir d'autres sources d'énergie. À ce moment-là, on a une boîte d'échange avec ce qu'on appelle des entrées multiples, qui, lorsqu'elle est sous tension, l'accès est refusé. Donc, si on regarde un peu comment ça se passe, dans le coin en haut à gauche, point 1 et 2, vous avez une serrure hein, qui va permettre de couper l'énergie. À ce moment-là, ou du moins de préparer la coupure des énergies, à ce moment-là, on la transfère dans la boîte numéro 3, qui peut être munie d'un temporisateur d'ailleurs, qui va permettre la libération de la clé qui se situe en bas. Cette clé étant libérée, on l'insère dans la boîte d'échange de clés numéro 4. Hein, on voit d'ailleurs la symbologie, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas souligné précédemment. Lorsque la clé est retenue, on a le symbole qu'on voit au-dessous dans le rond à gauche, hein, donc avec la clé insérée. Lorsque la clé est libérée, on a une symbologie qui est comme elle est à droite ici, clé libérée. Vous avez une sorte de petit gris-gris là, qui indique que la clé n'est plus insérée dans la serrure. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Donc, je reprends. Donc, on va prendre la clé qui se situe en bas. On va donc l'insérer dans la boîte d'échange numéro 4. Hein, on voit maintenant le dessin. Et une fois qu'elle sera insérée ici, on va pouvoir débloquer les 3 autres clés. Et ces 3 autres clés devront être insérées les unes après les autres, ou même ensemble, dans tous les éléments de blocage. Et ce ne sera que lorsque tous les éléments de blocage seront débloqués par l'intermédiaire de cette clé qu'on pourra rentrer dans les divers endroits. La boîte d'échange à entrée multiple, elle situe, vous avez un fonctionnement hors tension, et dans ce cas-là, l'accès est autorisé. On va voir d'autres exemples tout de suite. Donc ici, si on reprend le même principe, on peut avoir par exemple une application avec des trappes d'accès. Alors ce sont des trappes d'accès partielles, c'est-à-dire que le corps entier ne peut pas pénétrer dans l'ouverture. Donc on a sur le point en haut, avec la couleur verte, on a une clé qui est prisonnière. On actionne le commutateur à clé rotatif. Éventuellement un temporisateur, c'est pas une obligation, mais souvent on utilise un temporisateur de manière à être certain que le mouvement dangereux s'est arrêté avant qu'on autorise de pénétrer dans la zone. Donc on tourne la clé, ce que j'ai dessiné avec la couleur rouge, et à ce moment-là on va pouvoir libérer les clés. Alors, la première clé, on appelle ça une clé mère pour la coupure des énergies. C'est une clé à codage unique, comme c'est obligatoire de faire. Et ensuite, on a des clés filles, également à codage unique, et on aura une clé fille par capot.
Donc l'intérêt de ça, c'est que c'est un système mécanique, c'est pas forcément l'intérêt, mais ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin d'amener une source d'énergie pour pouvoir ouvrir les capots. C'est une solution qui est intéressante pour les protecteurs amovibles. Hein. Alors, je ne dis pas mobiles, amovibles, hein, c'est-à-dire qu'on peut les enlever totalement. Et notamment le fait qu'on n'ait pas de source d'énergie, et notamment d'énergie électrique, ça a un gros intérêt pour l'utilisation en atmosphère explosive. Donc, voilà, donc ici, chaque capot a sa propre clé. Une fois qu'on aura réalisé ce qu'on doit réaliser comme opération, on va reverrouiller par l'intermédiaire de la clé chacun des capots. Et pour pouvoir sortir, et pour pouvoir accéder à nouveau à la clé et libérer cette clé, on va devoir mettre dans les logements, dans les serrures, les 3 clés qu'on avait utilisées sur chacun des protecteurs amovibles, des capots amovibles. Et à ce moment-là, on va à nouveau refaire le chemin inverse. Une fois que les clés auront été insérées, je peux libérer à nouveau ma clé mère, etc., et remettre l'énergie au final. Donc sur le système à transfert de clés, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est les fonctions de sécurité qu'on met en œuvre. Bon, les catégories d'arrêt, on l'a vu, avec surtout le blocage en position arrêt. La fonction réarmement, le réarmement ne pourra intervenir que lorsqu'on aura réinséré la clé dans le bouton de remise sous énergie. Et à ce moment-là, on a aussi un dispositif de blocage du protecteur, comme on vient de le voir à l'instant. Hein, le protecteur est bloqué ou débloqué en utilisant la clé qu'on a récupérée puisqu'elle est devenue libre sur le dispositif de coupure des énergies. Alors, si on fait un bref retour, parce qu'avant de définir qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je ne dois pas faire, vous savez vraisemblablement que les accès en zone dangereuse, comme ils sont dangereux, l'important c'est de réaliser une analyse de risque. Alors, quels sont les risques en termes généraux, hein? Il y a un risque potentiel d'enfermement, car souvent la zone dangereuse n'est pas totalement visible depuis le point de sortie. Auquel cas on peut oublier quelqu'un. C'est surtout un risque élevé pour les grandes zones et avec plusieurs points d'accès. Parce que si vous rentrez d'un côté, vous n'avez pas forcément l'information comme quoi quelqu'un d'autre est rentré de l'autre côté. Autre point, la clé prisonnière est disponible. C'est-à-dire que si la clé qui est prisonnière reste disponible sur le protecteur, une personne peut intervenir, retourner la clé, la remettre dans la serrure et ensuite réarmer la machine et la redémarrer. Et ça, c'est un risque encore une fois très élevé lorsqu'il y a plusieurs intervenants. Alors, dans le principe de transfert de clé, il y a un bon moyen d'améliorer la réduction du risque. C'est-à-dire que dans les principes qu'on vient de voir précédemment, on a vu que on mettait une clé, et là c'est toujours le cas, hein, dans un interrupteur à clé qui permet de couper l'énergie. À ce moment-là, cette clé-là est emportée et on la met en place dans le dispositif d'accès. Alors, le point ici que je souligne et qui peut être intéressant à utiliser et que nous recommandons, c'est lorsque la clé est mise dans le dispositif d'accès, on la récupère et on entre dans la zone dangereuse avec la clé B sur soi. L'avantage, c'est que si vous avez la clé sur vous, personne d'autre peut l'utiliser. Alors, vous pouvez toujours être agressé par quelqu'un, mais en général, dans le contexte professionnel, c'est pas très fréquent. Donc, on a vu tout à l'heure l'usage des systèmes à transfert de clés dans des applications où on avait un accès partiel du corps, et vous vous rappelez les trappes d'accès amovibles. Donc ici, on va avoir un exemple où l'accès à la zone dangereuse est un accès complet, c'est-à-dire que la personne rentre dans la zone complètement, et donc on a besoin d'assurer un niveau de prévention des risques plus élevé. Donc on a toujours dans l'application un commutateur à clé pour couper l'énergie, ça vous avez bien compris, c'est toujours la même chose. Donc une fois que je l'ai tourné, l'énergie est coupée. Le dispositif de blocage qui fait partie de ce commutateur bloque en position 0, et à ce moment-là, on peut récupérer la clé A qu'on a utilisée pour couper l'énergie. Je prends ma clé A, bleue, et je l'insère dans une boîte d'échange. À partir du moment où j'ai tourné cette clé, je vais pouvoir libérer
la clé B, hein, ici en vert, et cette clé B va me servir à débloquer le protecteur. L'intérêt, c'est que cette clé B, encore une fois, à ce moment-là, elle est libre, et je rentre. Alors, elle est libre, on peut avoir une temporisation aussi pour la libérer dans un certain délai, encore une fois, pour être certain que le mouvement dangereux a bien été arrêté. On peut utiliser aussi d'autres moyens avec des systèmes de contrôle de vitesse, etc. Donc, une fois que la clé est libre, vous pouvez intervenir en zone dangereuse avec la clé sur vous. Plus personne ne pourra... Alors, on pourra fermer le protecteur, mais on ne pourra pas le verrouiller et le bloquer à nouveau. Donc, auquel cas, vous pouvez travailler de manière tout à fait tranquille. Alors, à savoir qu'il existe également des systèmes combinés où vous avez l'équivalent d'un interverrouillage électromécanique avec une serrure intégrée pour pouvoir insérer la clé. Alors, ces applications-là, avec un accès total, on les retrouve notamment dans des exemples d'applications comme celui-ci, sur des vastes zones de stockage automatisées, avec des accès pour la maintenance. Et dans ces applications-là, il y a un risque extrêmement élevé d'enfermement par omission. Donc, comme c'est grand, si plusieurs personnes rentrent à l'intérieur de ces zones-là, vous n'êtes pas sûr que tout le monde soit sorti lorsque vous redémarrez la machine. D'où l'intérêt des systèmes à transfert de clés quand ils sont utilisés convenablement et mis en œuvre aussi convenablement. Donc si on reprend cet exemple-là, une petite variante, c'est-à-dire que plutôt que de laisser la clé sur le système de coupure des énergies, on va intervenir avec une clé propriétaire qu'on va insérer dans un module pour permettre un accès restreint. C'est-à-dire qu'il n'y a que le propriétaire de la clé qui peut ouvrir la porte, enfin, couper l'énergie et ensuite ouvrir la porte. Donc là, la clé A est insérée dans cette boîte-là, on la tourne, à partir de ce moment-là, l'énergie est coupée et la clé B peut ainsi être libérée pour, comme tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, l'utiliser pour débloquer le protecteur et entrer dans la zone avec la clé sur soi à nouveau. Alors, le point important, c'est que là, on emporte une clé dans la zone, mais on apporte une clé pour intervenir. Ce ne sont pas les mêmes clés. Si on regarde des applications assez similaires, mais avec d'autres contraintes qui sont, par exemple, dans une grande zone, on peut avoir des zones différentes où les accès ne sont pas... Alors, d'une part, il n'est pas obligatoire d'autoriser celui qui est rentré par la porte numéro 1 d'accéder à la porte numéro 2, mais d'autre part, si vous avez un système avec une coupure des énergies générales, vous risquez de perdre en productivité. Ici, par exemple, si vous intervenez sur le robot de gauche, le robot de droite peut continuer à travailler et ainsi conserver une certaine productivité. Donc, si on regarde comment on fonctionne sur un cas d'application de ce type-là, donc on arrive avec, on apporte une clé, encore une fois une clé propriétaire. Comme on l'a vu dans toutes les applications qu'on a détaillées tout à l'heure, vous avez une armoire de commande, on coupe l'énergie, la clé devient libre, est insérée dedans, on coupe l'énergie, blocage de l'alimentation en énergie. À ce moment-là, on récupère cette clé-là, on la porte à côté de la porte numéro 1 où on a une nouvelle serrure, on débloque le protecteur et à ce moment-là, on libère une deuxième clé fille, la clé verte en l'occurrence, qui permet de rentrer dans la zone où se trouve le robot de gauche. Donc là, on peut intervenir tranquillement puisqu'on est sous protection du système à transfert de clés. Alors si maintenant on veut entrer dans la zone du robot de droite, à ce moment-là, il faudra qu'on dispose, alors soit vous avez une clé, alors on peut avoir par exemple une clé directement connectée sur le système, même principe, on tourne la clé et on va couper l'énergie et à ce moment-là, on va récupérer une nouvelle clé qui va être emportée dans la zone du robot numéro 2 à droite. Alors, on peut utiliser une petite variante, par exemple, un interrupteur à libération par solénoïde, c'est-à-dire que la clé est libre si l'électroaimant est alimenté. Ça fonctionne quasiment de manière identique comme un système à interverrouillage classique. OK ? Donc, c'est des variantes, mais les principes demeurent.
Hein, je viens avec une clé, j'en libère une deuxième et je l'emporte dans la zone lorsque j'ai débloqué le protecteur. Alors, toutes les applications que nous avons vues jusqu'à présent, ce sont des applications qui sont sûres dans le cas où on applique strictement la procédure qui a été établie après l'analyse des risques qu'on a vu tout à l'heure. Chaque cas doit avoir sa propre analyse des risques. Mais si on raisonne de manière globale, le principe du transfert de clés tel qu'on l'a vu jusqu'à présent, il repose exclusivement, pour être sûr, sur une procédure suivie à la lettre. C'est-à-dire qu'on doit avoir une personne qui est chargée, chargée de la consignation. Alors, quand je dis consignation, c'est celui qui détient la clé. Tous les intervenants parce qu'on peut en avoir plusieurs, tous les intervenants doivent être formés au travail en toute sécurité. S'il y a lieu, on vérifie le port des EPI. Un des points importants, c'est la délimitation des zones d'intervention. On l'a vu dans le slide précédent, sur une application où vous avez différentes zones avec chacun un système à transfert de clés pour intervenir dans différentes zones. Ces zones-là doivent être délimitées et traitées, non pas séparément, mais les risques peuvent être différents dans chacune des zones. On doit avoir également une personne qui est chargée de la déconsignation. Alors la déconsignation, c'est lorsqu'on a terminé tous les travaux, vérifier que tout le monde est sorti, vérifier que les situations à risque ont disparu, que le protecteur est bien fermé, etc., etc. Alors, en règle générale, celle qui est chargée de la déconsignation, c'est la même que celle qui est chargée de la consignation, et notamment si c'est la personne qui détient la clé. De même que cette personne-là, c'est celle qui, en règle générale, est la personne autorisée pour réarmer et redémarrer l'installation. Donc, tant qu'on respecte ce qui a été écrit là, c'est-à-dire que, par exemple, n'importe qui ne peut pas posséder la clé, n'importe qui ne peut pas arrêter la machine et auquel cas intervenir à l'intérieur, tout se passe bien. Alors, vous savez comme moi qu'en général, les procédures, c'est bien, mais tout le monde ne les suit pas à la lettre, même si une majorité le font. Donc, les systèmes à transfert de clés sont des systèmes qui sont tout à fait intéressants. Néanmoins, lorsque ils sont conçus, alors ici j'ai indiqué les faiblesses des systèmes mal conçus, c'est vrai que vous pouvez acheter un système à transfert de clés, c'est un peu comme un Lego. Vous allez acheter divers éléments. À partir du moment où vous les mettez en œuvre de manière convenable, tout se passe plutôt pas mal. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, on peut avoir bien des désagréments. Bon, donc, par exemple, ici, j'ai dit tout à l'heure, il y a une personne qui est responsable de la clé, c'est lui qui doit l'emporter sur le point où on doit accéder. La personne en question peut avoir perdu la clé, et auquel cas, s'il a perdu la clé, il va falloir appeler je ne sais qui, mais il va falloir en refabriquer une nouvelle. Ce qui va occasionner une perte de production due au temps d'arrêt qui peut être relativement long, parce que si c'est une clé mécanique, ça prend énormément de temps soit pour en refabriquer, soit pour retrouver la nouvelle. Deuxième chose, c'est que le système ne va pas pouvoir être, il ne va pas vous dire que, ce qu'il peut vous dire, c'est que la clé a été retirée. Par contre, il ne peut pas vous dire si la personne l'a emportée avec lui. Hein, si on voit sur l'image ici, la clé est bien retirée de la serrure, mais elle pend au bout d'un lacet. Et auquel cas, dans ce cas en particulier, la procédure n'est pas respectée, ce qui induit des risques d'accident. Si quelqu'un prend la clé, il la met dans la serrure, il ferme le protecteur, il redémarre la machine, et la personne qui est à l'intérieur risque de se faire prendre par un mouvement dangereux à l'intérieur. D'autres faiblesses, alors je répète depuis le début que ce sont des systèmes bien souvent mécaniques. Une des contraintes dans certains environnements, c'est que les systèmes mécaniques, ils ont tendance à se gripper, à se dégrader dans le temps, notamment les systèmes où vous enlevez la clé. Si vous enlevez la clé, vous avez la serrure qui est bloquée, qui est ouverte, pardon, et auquel cas toutes les saletés, de la graisse, et auquel cas également de la poussière, et éventuellement des copeaux, je ne sais pas, vont faire que la clé va se gripper. Et auquel cas, si elle est grippée dedans, on va encore une fois perdre du temps pour intervenir et ensuite pour redémarrer la machine. Un des points majeurs aussi en termes de risque pour les systèmes à transfert de clés, c'est là aussi un risque en cas de non-respect de la procédure.
On en a parlé quelques slides auparavant, c'est que le système, il est conçu sur un respect de procédure et qui est que la personne autorisée doit vérifier que tous les intervenants ont bien quitté la zone. Ce qui sous-entend qu'il sait déjà combien il y a de personnes qui sont rentrées, qui va pouvoir les compter à la sortie, ce qui serait, et comme dans ce cas-là sur l'image, la personne est masquée, c'est-à-dire que du point d'accès, on ne la voit pas. Donc si la personne, par mégarde, n'a pas fait attention qui était sorti, qui n'était pas sorti, etc., s'il ne voit pas la personne, il peut refermer sans aucun problème la porte, laisser le gars à l'intérieur, et là, dans la position dans laquelle il travaille, lui, il court un risque extrêmement élevé, puisque le réarmement peut être opéré sans problème. Sauf si on rajoute, par exemple, des scrutateurs laser ou des choses comme ça, qui permettent de détecter une présence dans la zone. Alors, ça se fait sans aucun problème aussi, hein, surtout chez SIC, puisque ça fait partie de notre métier. Néanmoins, en termes de coût, ça peut être relativement élevé, surtout si on a plusieurs zones et plusieurs points de zones d'ombre ou des points de masquage. Dans quel cas, il faudra multiplier le nombre de scrutateurs laser. Donc, à tout problème, il y a des solutions. Enfin, on essaye de vous en proposer. Donc, ce que propose SIC dans le domaine du système à transfert de clés, c'est un système qui s'appelle le N4Ski Single Door. Alors, j'insiste sur le Single Door, dans le sens où il n'est conçu que pour des accès à des machines par un seul point. Si vous avez plusieurs points d'accès, le système n'est pas adapté ou pas toujours adapté. Après, on peut multiplier le nombre de systèmes, mais c'est tout de même à vérifier. Alors, pourquoi on l'appelle N4Ski? C'est que c'est un système qui on va le voir dans la description du processus, qui force l'application de la procédure. Donc, c'est un système basé sur une clé électronique RFID, intérêt pas d'usure, et auquel cas, vous allez là aussi gagner en productivité. Comme il n'y a pas d'usure, vous n'avez pas de risque de perdre du temps à refaire une clé, etc. etc. Ce qu'on propose, alors c'est ce qu'on appelle un système, c'est-à-dire qu'on ne vend pas les éléments séparément. Ça fait partie d'un package complet, intégrant divers éléments, notamment les dispositifs d'accès, les dispositifs de sortie, ainsi que tous les dispositifs à interverrouillage avec un système de commande intégré. Intérêt de ce système-là, j'en fais la promotion volontiers, mise en œuvre simple et rapide. C'est pour ça qu'on fournit des packages, c'est pour vous éviter de fabriquer vous-même ce que des gens compétents, et ici qu'en l'occurrence, sont capables de vous proposer. Donc le fonctionnement, mais il n'a rien de totalement révolutionnaire, hein, bien qu'il soit sûr et productif. C'est toujours basé sur un premier point qui est arrêter la machine, hein, arrêt SS1 par exemple, puis déverrouillage du protecteur, accès à la zone. Donc le système avec une clé électronique codée, cette clé électronique, elle est dans le boîtier de commande. C'est-à-dire qu'on ne l'amène pas sur place, elle est dans le boîtier en permanence, alors, sauf quand on intervient. L'avantage, c'est que comme elle est là, il y a plus de difficultés à la perdre. L'avantage aussi des systèmes de ce type-là, c'est que si par mégarde la clé est détériorée, abîmée, etc., on peut fabriquer d'une manière assez simple en reprogrammant ou recodant une nouvelle clé avec une procédure néanmoins spécifique et sûre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas coder une clé avec le même numéro que celle qui existait précédemment. Chaque nouvelle clé a un nouveau code. Et auquel cas, la clé précédente est désamorcée. Autre point dans l'utilisation du N4Ski Single Door, la clé, on l'a vu, elle est solidaire du système d'entrée. À partir du moment où on l'enlève, la machine va s'arrêter. On peut adjoindre un système de surveillance de vitesse de manière à autoriser le déverrouillage de la porte lorsque le mouvement dangereux a atteint une vitesse réduite sûre, et cette clé est emportée à l'intérieur de la zone. D'où l'intérêt pour tout ce qui est prévention du redémarrage. Le point particulier du N4Ski Single Door, c'est que, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a une procédure d'évacuation forcée. C'est-à-dire qu'on va disposer d'un deuxième système à l'intérieur, et ce système il va être utilisé pour l'évacuation de la zone.
et il est disposé à un endroit duquel vous avez une vision de la zone masquée. Hein, si on voit le même dessin qu'on avait tout à l'heure, hein, l'opérateur qui est à genoux et qui est en train de travailler, on va forcer la deuxième personne, celle qui va être chargée de l'évacuation, à se rendre au point où se trouve le système de vérification d'évacuation, et de ce point-là, il a une vision totale de la zone. Et lui, avant de sortir, il pourra vérifier de manière visuelle et assez facilement qu'il n'y a personne derrière la machine. Et à ce moment-là, hein, il pourra refaire le chemin inverse, sortir de l'équipement et refermer la porte et redémarrer la machine. Alors, le système, on va le voir dans les 4 étapes qui composent la procédure d'utilisation de l'Inforcis Single Door. Vérification visuelle, on a un temps défini et déterminé pour évacuer la zone, et ensuite un système de redémarrage. Donc les 4 étapes sont celles-ci. Premier point, je prends la clé dans le boîtier d'accès. Hein. À ce moment-là, la machine va s'arrêter. Encore une fois, on peut adjoindre un système de contrôle de vitesse, hein, qui va faire que le dispositif, le protecteur va être débloqué de manière mécanique, électromécanique. Donc une fois qu'il est débloqué, je rentre dans la zone, on voit le numéro 2, je emporte la clé à l'intérieur. Le point 3, au moment où je veux évacuer la zone, j'insère la clé dans le dispositif d'évacuation, et j'ai 60 secondes, alors je vérifie qu'il n'y a personne à l'intérieur, et j'ai 60 secondes pour évacuer. À partir du moment où c'est fait dans ce délai-là, alors si jamais ce n'était pas fait dans ce délai-là, il faut recommencer la procédure d'évacuation. Mais à partir du moment où on a fait ça en moins de 60 secondes, on peut fermer le protecteur et réarmer et redémarrer. Donc en termes d'architecture électrique et schéma de principe, c'est un système déjà qui atteint un niveau de performance PLD ou PLE. Tout dépend le type de dispositif qu'on va utiliser, notamment pour la surveillance des protecteurs. Si par exemple vous avez des systèmes de surveillance de portes électromécaniques, des interrupteurs de sécurité électromécaniques, vous avez besoin de 2 systèmes pour atteindre le PLE. Bon, ceci dit, on n'a pas toujours l'obligation d'atteindre le PLE. Bien évidemment, on a un système d'entrée, indice numéro 2, un système de sortie, indice numéro 3, un bouton de réarmement, et bon, dans le cas présent ici, un standstill monitor qui permet de détecter l'atteinte de la vitesse nulle. C'est une option. Hein, il y a divers systèmes qui existent avec diverses options. Donc voilà, donc l'architecture est celle-ci, et on vous livre tout ça bien packagé, et dans l'armoire on a un contrôleur de sécurité FlexiSoft qui permet de gérer toutes les fonctions de sécurité depuis l'armoire de commande. Voilà, j'espère que vous avez appris ce que vous souhaitiez apprendre, peut-être même plus. Je vous rappelle que si, qu'en dehors de proposer des produits, notre compétence en sécurité est reconnue mondialement, et on vous propose également l'ensemble de nos services, que ce soit des formations, des séminaires, du consulting, de l'engineering. Une fois que vous avez réalisé les travaux de manière convenable, et si vous souhaitez un œil externe pour vérifier, on peut également vous proposer des inspections réglementaires, et pour tout ce qui concerne les systèmes et produits, des mises en service. Je rappelle que nos consultants sont certifiés par le TÜV, Certified Application Specialist. C'est un diplôme reconnu à l'échelle européenne et mondiale. Le webinaire a été enregistré, donc je vous propose, pour ceux qui souhaitent revenir sur cette conférence, peut-être vous imprégner un peu plus et revenir sur des détails, de revoir le webinaire sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez la présentation dans quelques jours. Si question, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez mes coordonnées dans la présentation. Et si on peut vous être utile en ce qui concerne les prestations d'appréciation des risques, n'hésitez pas à nous rappeler au numéro qui est indiqué sur cette présentation. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end, et à très bientôt.